Bonjour, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour la vidéo tant attendue de mes films préférés de 2020. Il y a une dizaine de films, je vais essayer de ne pas passer trop de temps sur chacun parce que ça va être long à mon avis. Je vais aller dans un ordre chronologique. Il y en a que j'ai préféré à d'autres, mais en soi ils m'ont tous marqué par la surprise que j'ai eue en les regardant, la beauté des images, les histoires qui y sont montrées. Je vais commencer avec le film Divine de Houda Benyamia. On va suivre deux filles qui sont en banlieue parisienne, dans une cité précaire. Elles sont au collège, elles veulent un petit peu se faire de l'argent. L'une va entraîner l'autre dans ses bêtises. On va suivre ça. Il m'a marqué parce que je m'attendais pas du tout à cette violence, cette histoire hyper bien menée, à cette force de l'amitié. Vraiment, ce film, c'est la force de l'amitié qui est montrée aux spectateurs. À quel point ces quartiers sont à l'abandon, à quel point la jeunesse est à l'abandon. Je pense que c'est à mettre en lien avec Mignonne, que j'ai vu plus tard dans l'année mais qui figure pas dans cette liste. Mais ça traite des problématiques analogues. Je vais vous parler de In the Mood for Love de Young Carway, que j'avais vu grâce à Mubi. On va avoir une histoire entre un homme et une femme qui ont des conjoints et conjointes qui sont absents très souvent et ils vont se croiser. Ça va être un film de chassé-croisé. Ce que je retiens, c'est l'importance des lumières, l'importance des couleurs et le fait que tout soit en suspens. C'est un amour qui peut paraître en surface à première vue et en fait tout est supposé. On voit une façon de présenter la tendresse et l'affection dans la nostalgie. C'est un film qui est très nostalgique. Les chassés-croisés entre les appartements sont hyper plaisants. Et il a beau être sorti en 2000, l'image est un peu datée, mais la puissance est toujours là à mon sens. Ensuite, j'ai vu Le Voyage de Chihiro pour la première fois de Miyazaki. Alors, pourquoi je n'avais jamais vu? Petite anecdote, quand j'étais petite, il sortait ou... en tout cas, il y avait des pubs où il devait sortir en DVD, je ne sais plus. Je voyais tout le temps la pub à la télé. Et les images me faisaient extrêmement peur. Non pas quand les parents sont transformés en cochons, et je spoil rien parce que c'est dans la bande-annonce. Non, c'est... alors je me rappelle plus du nom, mais c'est l'esprit. Je voyais cette image et ça me faisait faire des cauchemars alors que je n'avais pas encore vu le film. Donc j'ai mis très longtemps avant de me lancer dans Miyazaki et de me lancer dans Le Voyage de Chihiro. Et en fait, quand je l'ai vu, ça a été une révélation parce que c'est un film qui est censé être pour les enfants, mais Miyazaki, il déploie tellement de problématiques qui sont en lien avec l'humanité, tout simplement, et ça se détache tellement du cinéma qu'on a connu, ou du moins que moi j'ai connu quand j'étais enfant, de Disney notamment, où tout est hyper consensuel, très aseptisé. Là, oui, il y a de la violence, mais c'est la violence à laquelle on fait face en tant qu'adulte, en tant qu'humain, avec les problématiques environnementales, notamment sociales, et je trouve ça tellement intelligent. C'est un film que je trouve parsemé de détails, de beauté, de sensibilité et que je vous incite à regarder si vous ne l'avez pas encore fait parce que ça a été une très très grande surprise. Je vais vous parler de Plaire, aimer et courir vite de Christophe Honoré. Alors Christophe Honoré, il y a un an, je le détestais tout bonnement. J'avais juste vu un film où ils ne font que chanter et c'était totalement calqué sur Jacques Demy. Je trouvais ça mauvais foncièrement. Et j'ai eu l'occasion de voir Plaire, aimer et courir vite et un autre qui était Les chansons d'amour, il me semble. Et je crois que j'avais vu Les bien-aimés avant, que j'avais détesté. Dans Plaire, aimer et courir vite, on va suivre un jeune homme dans les années 90 qui tombe amoureux d'un écrivain. Il y a toute la problématique du fait que ça soit une relation entre un homme beaucoup plus âgé et un beaucoup plus jeune, avec toujours cette idée de l'antiquité, de l'homme qui éduque l'autre. Honoré, il aime bien ça, alors j'ai jamais pris plus de temps pour me renseigner sur
le fait qu'il soit un petit peu obstiné avec ça, mais je prends toujours de la distance avec ce que je regarde, et en l'occurrence c'est le cas. C'est l'esthétique, la douceur des couleurs qui m'a plu, l'esthétique des livres, des cabines téléphoniques et des années 90. C'est tous ces petits éléments et l'atmosphère qu'il arrive à représenter qui ont fait que j'ai réussi à retourner mon opinion et à apprécier cette œuvre et peut-être à découvrir à nouveau certains de ses films. Ensuite, je vais vous parler d'un film qui m'a vraiment marqué. Ensuite, je vais vous parler des Chatouilles, qui est un film qui m'a vraiment marqué, de Andrea Bescon et de Éric Métayer. C'est une adaptation de la pièce de théâtre de Andrea Bescon. On va voir l'histoire d'une petite fille qui a été victime de pédophilie quand elle était enfant, de la part de l'ami de la famille, un peu comme son oncle par adoption. Et ça va durer jusqu'au moment où elle va réussir à sortir des griffes de cet homme par le fait qu'elle monte à Paris pour apprendre la danse. C'est adapté d'une histoire vraie, de toute façon c'est adapté de beaucoup trop d'histoires vraies. C'est un film important. C'est pas nécessairement les images, mais c'est vraiment la puissance de ce qui est raconté, de la violence qui est engendrée et à quel point ça marque les identités, à quel point ça marque les choix qu'on fait quand on est adulte ou même quand on se construit. La seule chose que j'ai à dire sur ce film, c'est vraiment que c'est un film hyper nécessaire. Je ne peux que vous inciter à le regarder, d'autant plus avec toutes les problématiques qui sont en jeu actuellement quant à la pédocriminalité. Alors actuellement on parle surtout de l'inceste, mais la pédocriminalité en règle générale est dans le cercle restreint, parce que concrètement, tout comme le viol n'est pas commis par majoritairement des personnes qui se cachent à l'angle des rues la nuit, la pédophilie n'est pas assénée par de totales inconnus qui vont donner des bonbons à des enfants. Je vais vous parler de Été 85 de François Ozon. Ce film, je l'ai beaucoup aimé pour plusieurs raisons. Déjà, c'est le premier film que j'ai vu après le premier déconfinement. On va voir deux jeunes hommes. Un a été emporté par les vagues et se fait sauver par l'autre. On va avoir une relation qui est à la fois belle et toxique. On va avoir toute l'esthétique des années 80, toutes les problématiques de l'homosexualité, de la sexualité quand on est jeune, ses inimités, la relation aux parents. J'en ai déjà parlé dans un bilan culturel, mais vraiment il m'a marqué par tout ce que ça jouait pour moi au niveau du moment où je le voyais, et par l'esthétique, le fait que ça soit Ozon, les couleurs, les décors, dans les accessoires, dans la façon de s'habiller. On retrouve l'esthétique que j'avais aimée dans Call Me By Your Name, mais ça joue pas sur les mêmes problématiques. Je sais pas si c'est extrêmement pertinent que de jumeler ces deux films. Ensuite, je vais encore vous parler d'un animé, étonnamment. Je vais vous parler de Your Name, qui est un film adapté d'un manga. Ce sont un garçon et une fille, adolescents et adolescentes, au Japon. La jeune fille habite en campagne et le jeune homme habite en pleine ville. Je crois pas me tromper en disant qu'il habite à Tokyo. Et par on ne sait quel hasard, ils vont se retrouver dans le corps l'un de l'autre et ils vont se laisser des messages sur ce qui s'est passé telle et telle journée au fur et à mesure de l'histoire. Et c'est comme s'ils étaient âmes sœurs à distance. Il y a une douceur, une beauté, une poésie dans ce cinéma, et c'est ce que je retiens vraiment de mon année avec le cinéma japonais, qu'il s'agisse d'animés ou de films japonais. Il y a une apesanteur, tout est en retenue et supposé une fois de plus, et c'est ça qui amène toute la tendresse entre les deux, que ça soit dans les dessins, dans les couleurs qui ont été choisies, tout est vraiment très très beau. Ensuite, je vais vous parler de Sorry We Missed You
de Ken Loach, qui est un drame social dont j'ai parlé dans un des derniers bilans culturels de l'année, je ne sais plus lequel, si c'est novembre ou octobre. Dans Sorry We Missed You, on va suivre un homme qui a du mal à trouver un job et qui décide de devenir livreur. Donc il doit acheter une camionnette et il doit effectuer les livraisons. Et on va voir à quel point ça joue sur sa vie de famille, sur la précarité dans laquelle il était déjà, sur la valeur du travail, parce que Ken Loach, il va revenir aussi sur l'importance de la valeur du travail, à quel point ça prend une place prépondérante dans son esprit, dans le cadre familial, et qu'il est tellement accroché à cette notion qui lui a été inculquée toute sa vie, que ça va sûrement le détruire, ça va détruire tous les liens qu'il avait avant, pas nécessairement par la volonté de rendement, par la volonté de gagner sa vie, mais par le prix d'un dur labeur dans ce Royaume-Uni où la condition ouvrière a été prégnante et où ça se recoupe encore dans les générations actuelles. Et ce film, il est extrêmement puissant, et là où Ken Loach, il aurait pu se tromper en faisant une fin absolument aseptisée, c'est d'autant plus impactant pour le spectateur. C'est un film qui m'a retourné totalement dans ce avec quoi il a joué, ce qu'il a charrié, le propos sur toute l'ubérisation, parce que c'est le sujet concret du film. Il est vrai, il est tellement juste. On a une image grise qui sert le propos, on a toute cette condition de précarité qui est prise sur l'individuel, mais qui se recoupe tellement avec la société, avec ce continent, mais avec tout le monde en règle générale maintenant. Vraiment hyper important une fois de plus. Et ensuite je vais vous parler de deux autres films qui sont du même réalisateur, qui est ma révélation de l'année, tout comme ça l'a été pour beaucoup de gens. Ce sont les documentaires de Lipschitz, Adolescente et Petite Fille. Dans Adolescente, on va suivre deux filles sur la même idée chronologique de Boyhood. C'est-à-dire qu'on va les suivre de leurs 14 ans jusqu'à leurs 18 ans, il me semble, après la remise du bac. Et elles vont prendre des directives différentes dans leur vie, elles viennent pas du même milieu social, elles n'ont pas aussi les mêmes possibilités d'évolution dans leur carrière, dans leur vie amoureuse, intellectuelle, culturelle, elles n'ont pas les mêmes capitaux économiques, culturels, spirituels, capital social non plus. On voit comment ça joue énormément dans l'évolution. Elles rencontrent toutes deux des enjeux extrêmement compliqués, à des échelles différentes bien évidemment, pour toutes les raisons que je viens de citer. C'est un très beau documentaire. Ce que je retiens et ce que je dirais également pour Petite Fille, qui m'a énormément impactée, même plus que Adolescente, c'est que avec le cinéma de Lipschitz, les documentaires qu'il réalise, on a du mal à se figurer si c'est de la fiction ou du documentaire, tellement il est au cœur des identités, sans être voyeur. Il arrive à donner quelque chose d'à la fois très pur, très intime, sans surligner tous les aspects et en changeant totalement le format documentaire qu'on connaît, le documentaire classique avec un schéma narratif totalement académique. Il retourne en fait la pratique même du documentaire à mon sens. Et c'est un réalisateur que je vais suivre de près parce que son travail est tellement qualitatif. C'est puissant de réalisme, mais à la fois on n'arrive pas toujours à se situer. Nombre de fois où j'ai oublié que effectivement c'était des histoires vraies. Petite Fille, on en a beaucoup entendu parler en fin d'année parce qu'il est sorti sur Arte au lieu de sortir en salle. C'est l'histoire de Sacha qui est dans un trouble dans le genre, dans une transidentité qui n'est pas du tout acceptée par l'école, par les loisirs, mais qui est soutenue par la famille. On va voir une mère et son combat pour sa fille, des frères et sœurs qui font tellement preuve de bienveillance et de gentillesse envers elle. On va voir l'incompréhension de la part de tout l'entourage en dehors de la famille, l'importance pour cet enfant de trouver sa place en fait dans la société. En plus d'être juste, d'être vrai, il est beau par la lumière, par le propos,
par la simplicité. Si vous n'avez pas vu ces documentaires, pour l'instant moi j'ai vu que ces deux-là. Je peux que vous inciter à les voir. Je pense que vous serez vraiment impacté parce que je vois pas comment on peut ne pas l'être. Donc ça c'est la liste des films principaux dont j'avais envie de parler. Et je vais aussi parler de quelques autres films et je vais passer plus rapidement. Il y a évidemment Portrait de la jeune fille en feu, pour la représentation d'une histoire d'amour entre deux femmes qui soit pas surlignée de male gaze, qui soit belle et liée à l'art. Il y a toute l'esthétique de l'art, des sous-entendus, de la couleur bleue des tableaux, de la mer, des paysages et des corps dans ce qu'ils ont de plus vrai. Je vais parler de Suspiria de Dario Argento. J'en ai même pas parlé dans un bilan culturel parce que la première fois que je l'ai vu, il m'a pas marqué, ou du moins c'est ce que je pensais. Et au fur et à mesure, c'est un film qui m'est resté vraiment. Au fur et à mesure du temps, j'y pense tellement souvent. Je crois que c'est vraiment un classique du cinéma d'horreur auquel je m'attendais pas, dont j'avais déjà entendu le nom sans pour autant le retenir. Waouh, il est incroyable. J'ai vu l'adaptation qui a été faite en 2020, je crois, et j'ai été tellement déçue. Il n'y a rien du film original où en fait on suit une jeune fille qui arrive dans une académie de danse et il y a toute une cinématique d'horreur un petit peu mystique et c'est incroyable comme film. En fait a posteriori je me dis que c'est quelque chose que j'avais jamais vu. C'est un film marquant, mais a posteriori finalement. Ensuite, je vais mentionner Le Corbeau et les Diaboliques de Clouzot. Le Corbeau, je l'ai vu en 2019, mais du coup, ça m'a lancé dans son cinéma. Et Les Diaboliques, c'est l'histoire de deux femmes qui sont enseignantes dans un petit village en France. J'ai pas envie d'en dire bien plus. Il y a toute une histoire d'amour, des enjeux de paraître, de secret, comme ça a déjà été le cas dans Le Corbeau. Vraiment, je prends plaisir à découvrir le cinéma de Clouzot dans les intrigues qu'il sait amener. Petite mention Nouvelle Vague avec Ma nuit chez Maud, Les deux Anglaises et le continent, ainsi que La femme d'à côté. Vraiment, j'ai pris plaisir à découvrir ces œuvres de la Nouvelle Vague que je connaissais pas, de Truffaut notamment et de Romer. Il y a toujours cette atmosphère que j'aime tant dans ce cinéma. Même si les deux Truffaut que j'ai mentionnés, ils sont postérieurs à toute cette période Nouvelle Vague, je me délecte en fait à chaque fois que je vois ces images. Et j'ai hâte de découvrir à nouveau des œuvres que je n'ai pas vues de lui en 2021 et tout au long de ma vie. Et après, je vais mentionner Get Out de Jordan Peele, mentionné comme film d'horreur quand on regarde sur les sites de présentation, que ce soit Allociné, Letterboxd ou Sens Critique. Je vois pas ça comme un cinéma d'horreur, mais un cinéma dystopique sur la condition afro-américaine aux États-Unis, sur tous les enjeux que le racisme prend là-bas et ici. Je l'ai vu juste avant le mouvement BLM. Je peux vous dire que quand l'actualité a frappé ces instants, ça n'a que pris du ressort dans ma tête. Au-delà de toute la spécularité qui est montrée, tout ce qui peut sembler en dehors des réalités, il y a vraiment des problématiques hyper importantes qui se jouent. Ça permet aussi d'amener tous ces enjeux au grand public avec quelque chose qui se recoupe plus ou moins du film à gros budget. Je sais pas si c'est le cas, mais en tout cas il y a une esthétique qui s'y prête. Je sais qu'il est sur Netflix, c'est là où je l'ai vu. Et si vous avez un compte, pourquoi pas le regarder. Après, je crois que pour certains et certaines, va falloir avoir le cœur accroché. Sur ce, mon voisin commence à faire des travaux et en plus j'en ai terminé, donc je vais vous laisser ici. J'espère que la vidéo vous a plu. Laissez-moi les films qui vous ont marqué cette année. Et au passage, je voulais vous remercier parce que cette année, on a été beaucoup à se rejoindre, à se rencontrer via Internet, notamment à cause des confinements, de tout ce qui s'est passé cette année qui a été, pour être poli, très compliqué, pour ne pas l'être bien merdique. J'espère juste que ça ira mieux en 2021, que vous serez toujours là, qu'il y aura des personnes qui nous rejoindront. Et une fois de plus, je vous remercie à l'occasion de cette vidéo qui clôture un petit peu ce listing des choses qui m'ont plu, en tout cas les films et les livres. J'ai pas spécialement parlé du reste, c'est-à-dire podcast, expo, séries, mais
Je crois que le mois de janvier arrive à sa fin, du moins le jour où je filme. Je crois qu'on est le 30, donc vraiment, il est temps de passer à autre chose, il est temps de partir sur d'autres bases. J'espère que vous serez toujours là malgré tout. Sur ce, je vous laisse me rejoindre en commentaire sur les réseaux sociaux, Instagram, Twitter, Letterboxd, Goodreads, Sens Critique. Tout ça sera en barre d'infos, quoi qu'il en soit. Je vous fais des bisous, je vous dis à très bientôt. Ciao.